En direct sur l'île Mode. Shalom à toutes et à tous, on est très content de se retrouver avec le Rav Eli Kling. Et dans ces parachiotes, Shemot Vera, on voit émerger justement le personnage de Moshe. Et tu vas nous parler de Moïse. Moshe, il est hébreu, égyptien. Qui est-il? D'où il vient? C'est le thème du cours. Mechavod, Rav Kling. Ouais, alors là aussi, on va toucher un petit peu à Manitou, mais vous allez voir qu'on va s'écarter un petit peu de son explication. Et on va commencer en fait par poser une question sur Rashi, non pas sur le texte lui-même, mais sur Rashi. Et en fait, on rentre directement dans l'histoire du buisson ardent, du Sné. Et là, comme vous le savez, Moshe n'est pas enthousiaste, c'est-à-dire que Dieu lui propose, de lui présente le plan. Voilà, écoute, tu te rappelles cette histoire, les Béné Israël, tout ça, en Égypte, ils ont crié, j'ai entendu, Abraham, Yitzhak, Yaakov, et je pense que le moment est venu de les sortir de là-bas, et j'ai un plan pour ça, et toi, tu fais partie du plan, non seulement tu fais partie, mais tu es le personnage central. Après cette longue tirade divine, Moshe développera pas moins de 5 arguments pour expliquer pourquoi ça ne marchera pas avec lui, en tout cas. Et les arguments vont du meilleur, si vous voulez, au plus difficile à admettre, puisqu'il commencera par dire « mais pourquoi moi ?» Et puis il continuera par dire « mais de toute façon, je ne sais pas comment te présenter, quel genre de Dieu es-tu pour eux maintenant ?» Midatadi, Midatarachamim, qu'est-ce qui se cache derrière ta manière de gérer le monde? Pourquoi tu as attendu tellement longtemps? Pourquoi justement maintenant et pas plus tard? Enfin, Mashmo, Maomar Aleem, s'ils me demandent qui tu es, je ne sais pas quoi dire. Troisième argument, de toute façon, ils ne vont pas me croire, donc ça ne sert à rien. Quatrième argument, de toute façon, je ne suis pas parlé, je bégaye, donc laisse tomber. Et enfin, cinquième argument, qui n'en est pas un, c'est plutôt une manière de lui dire j'ai pas envie. C'est quand il lui dira à la fin Shlach na beyati shlach, je t'en prie, envoie quelqu'un d'autre. Donc, et on voit bien que les arguments baissent en intensité et depuis le premier jusqu'au dernier. On a l'impression que vers la fin, il est plutôt le dos au mur et là, il essaie de dire des choses qui ne sont pas vraiment des choses qu'on peut dire à Dieu. Par exemple, quand il dit je bégaye, bon, ça va, à qui tu parles si je bégaye. C'est comme un type qui rentrerait chez le cordonnier et qui dirait désolé, mais j'ai pas de chaussures. Ça tombe bien, justement, on en vend ici, tu vois. Donc on ne dit pas à Dieu, je ne sais pas parler. Et évidemment qu'il sait très bien qu'il va s'attirer la réponse qu'il a reçue d'ailleurs. Mais voilà, c'est-à-dire il fait tout pour essayer d'esquiver l'histoire, et puis à la fin il dit je t'en prie, envoie quelqu'un d'autre. Et c'est là que Dieu s'énerve, parce que tant qu'il argumente, on peut argumenter. Mais si à la fin il dit j'ai pas envie, alors non, ça se fait pas. On ne dit pas j'ai pas envie. Quand Dieu te confie une mission, ça ne se fait pas du tout. Et donc, à ce moment-là, Dieu s'énerve pour la première fois. Dans la carrière de Moshe, comme vous le savez, il s'énervera encore souvent, mais enfin, c'est la première fois ici qu'il le fait. Bien. Quelle est ma question sur Rashi? Ma question sur Rashi, c'est concernant le premier argument. Alors, je ne sais pas si on a les textes, mais enfin, si on prend le verset 11 du chapitre 3, c'est-à-dire la première réaction de Moshe, après la grande tirade divine, eh bien, Moshe dit la chose suivante. D'ailleurs, Moshe Elohim, Mi anochi ki elech el paro, v'chi otzi et bnei Israël mi Mitzrayim. Ce qui signifie, qui suis-je pour aller voir Paro? Sous-entendu, moi, ça fait longtemps que je ne vis plus dans ce monde-là des têtes couronnées. D'après nos sages, ça fait 40 ans qu'il est en train d'être le berger de son beau-père. Et en tout cas, ça fait quelques dizaines d'années, c'est une évidence. Et donc, je ne sais pas comment on parle à Pharaon, d'autant plus que ce que tu me demandes, si j'ai bien compris, c'est de convaincre Pharaon de laisser partir une main-d'œuvre qu'il a à très bon marché pour rien, comme ça, par plaisir. Évidemment, tu ne vas pas le faire, en tout cas, ça va être compliqué. Et moi, je ne suis pas le bonhomme qui est fait pour ça, pour parler, pour négocier, pour la diplomatie. Et non, ce n'est pas moi, quoi. Et ensuite, il dit parce que si j'ai bien compris ton plan, dis Moshe à Dieu, il ne s'agit pas seulement de convaincre Paro, je ne sais pas comment, de laisser partir le peuple, mais il s'agit également, une fois que Paro serait convaincu, il s'agit ensuite de le diriger, ce peuple. Et moi, je ne suis pas un dirigeant de peuple, hein. Je ne sais pas comment on fait ça, je ne sais pas comment haranguer les foules, je ne sais pas comment les faire en sorte qu'ils me suivent. Non, moi, je suis un petit berger, j'ai des moutons et point barre.
Voilà en tout cas le pshat. Ce que je viens de vous dire maintenant, c'est comme ça qu'on devrait comprendre tous le verset. Et en fait, si vous voulez, c'est comme s'il y avait écrit 2 fois Mi Anochi. Mi Anochi, qui suis-je, petit a, pour faire la première partie de la mission que tu veux me confier, c'est-à-dire parlementer avec Pharaon. Et comme s'il y avait écrit une deuxième fois Mi Anochi, et qui suis-je, petit b, qui au Tziel Bene Israël Mitzrayim, pour diriger le peuple en le sortant d'Égypte, et sous-entendu en l'amenant jusqu'en Eretz Israël. Or, quelle n'est pas notre surprise de constater que Rashi explique le verset qu'on vient de lire de manière complètement différente. Regardez ce que dit Rashi, c'est vraiment très étonnant. Mi Anochi, ma ani chashuv ledaber im hamelachim. Jusque-là, ça va, il comprend comme nous, c'est-à-dire qui suis-je, en quoi suis-je suffisamment important pour pouvoir parler à des rois. Très bien. Par contre, la deuxième partie de la question, que nous avons expliquée comme étant justement une deuxième partie de la même question, pour Rashi, ce n'est pas du tout ça. C'est une question complètement différente. Ce n'est pas mi anochi. Ce n'est pas qui suis-je pour sortir, pour pouvoir sortir les Bnei Israël d'Égypte, pas du tout. Vechi otziel Bnei Israël, dit Rashi, ve'afim chashuvani, admettons que je suis suffisamment important pour ça, ma zachu Israël, sheyase lahem nes ve'otziam mitzrayim. Quel est donc le mérite d'Israël pour qu'on leur fasse un miracle et que je les sorte d'Égypte? C'est-à-dire que Moshe comprend très bien qu'une sortie d'Égypte, ça ne se fait pas par des voies naturelles. Évidemment que ça se fait par des voies miraculeuses. Or, qui dit miracle dit évidemment mérite. Et Moshe se pose la question, mais qu'est-ce qu'ils ont comme mérite pour pouvoir sortir, avoir le droit de sortir d'Égypte, quoi. Et là, tu te dis, mais qu'est-ce qui lui prend à Rachid? Mais qu'est-ce qui lui prend? Mais ce n'est pas ce qui est écrit dans le texte. Dans le texte, il y a écrit, qui suis-je, petit a, pour aller voir Pharaon, et petit b, qui suis-je moi? Pas qui sont eux. Qui suis-je moi pour diriger le peuple? Voilà ce que le texte dit maintenant. Non seulement c'est compliqué parce que ce n'est pas ce que le texte dit a priori. Bon, ok, d'accord. Si on force un petit peu le texte, mais alors forcer un petit peu bien, quoi. Alors on pourrait faire rentrer l'explication de Rachid dans les mots. Je ne dis pas que ça ne rentre pas du tout dans les mots, mais je dis que ce n'est pas l'explication la première qui nous vient à l'esprit quand on lit le verset. Et d'autant plus curieux que sur le fond, qu'est-ce que ça veut dire que Moshe, tout d'un coup, on a l'impression que Moshe est en train de dire à Dieu, tu sais quoi, laisse tomber, quoi, il ne mérite pas. Mais de quoi je me mêle? C'est depuis quand les prophètes enfoncent le peuple au lieu de plaider en sa faveur? Depuis quand? Alors, lorsque Dieu dit quelque chose, et si c'est quelque chose de mal contre le peuple, il faut essayer d'intercéder pour les faire changer d'avis, comme nous le montre tout le monde, depuis Abraham jusqu'au dernier des prophètes. Et si c'est quelque chose de bien pour le peuple, évidemment qu'il ne s'agit pas à ce moment-là de mettre les bâtons dans la rue et de dire « Ah ben laisse tomber, de toute façon, il ne mérite pas ». Il y a ici un grand problème, non pas sur le verset, mais sur Rashi, qui met dans la bouche de Moshe des mots que le verset n'oblige pas à mettre, et qui, à part ça, ne correspondent pas du tout à l'image qu'on se fait des prophètes en général, et de Moshe en particulier. Bon, c'est vrai que Moshe, ici et au début de sa carrière, on ne le connaît pas encore bien, d'accord? Enfin, nous qui connaissons l'histoire, nous savons bien que très rapidement, il va devenir le grand porte-parole et le grand avocat de la défense, et que lorsqu'arrivera l'histoire du veau d'or, et que Dieu dira, bon allez, on arrête tout, je recommence tout à partir de toi, et les autres, je les laisse tomber, et je les détruis. Là, Moshe lui dit, il n'en est pas question, si tu les détruis, détruis-moi aussi. Et donc, Moshe, au contraire, apparaît plus tard, en tout cas, comme le défenseur numéro 1 du peuple hébreu, prêt à mourir pour lui, etc. C'est quand même très compliqué de mettre dans la bouche de Moshe les mots que Rachid lui prête, c'est-à-dire Mazacho Israël, quel est le mérite d'Israël? Enfin, même en admettant qu'ils n'ont pas de mérite, c'est pas à toi de le dire, quoi. Et c'est très compliqué. Et donc, pourquoi est-ce que Rachid dit ça? La vérité, il y a 2 réponses. Une réponse dans la forme, on va dire, et puis une réponse dans le fond. La réponse dans la forme, c'est que Rachid, en tant que commentateur, il se doit d'expliquer également les réponses de Dieu, qui vont pas tarder, c'est dans le verset suivant. Or, il faut bien que les réponses divines correspondent aux questions de Moshe. Or, étant donné que Rachid a compris les réponses comme il les a comprises, eh bien, il était obligé d'expliquer la question comme il l'a expliqué. Évidemment, ça a l'air un petit peu confus ce que je suis en train de vous raconter, c'est parce qu'on n'a pas encore vu la réponse. Mais lorsqu'on verra la réponse dans quelque temps,
vous verrez bien que Rashi n'avait pas le choix finalement, de son point de vue en tout cas, il est obligé d'expliquer la question comme il l'a expliqué parce que c'est comme ça que ça correspond à la réponse. Mais ça, c'est sur la forme, si vous voulez. Sur le fond, et c'est plus intéressant, sur le fond, on ne peut pas être surpris si on a bien lu la paracha, le début de la paracha avec Rashi en tout cas, on ne peut pas être surpris de cette réaction qui peut paraître a priori choquante de Moshe concernant le peuple hébreu. Parce qu'il faut se rappeler qu'il a déjà une expérience avec eux et que le moins qu'on puisse dire, c'est que l'expérience n'était pas concluante et qu'il en est sorti traumatisé. Et je vous propose de voir en effet le texte et donc de faire une sorte de flashback, comme on dit au cinéma. Là, on était dans le chapitre 3. On va retourner au chapitre 2 pour voir avec plus de détails comment est-ce que s'est passée cette fameuse rencontre entre Moshe, prince éduqué au palais de Pharaon, et les Hébreux. Alors, ça se passe donc au verset 11, vous voyez, Vayi Bayim Mahem, donc en séjour, Vayigdal Moshe, Vayetse El Echav. Vayigdal Moshe, c'est-à-dire Moshe est devenu grand. Vayigdal Moshe est devenu grand, ça veut dire qu'il est autonome, ça veut dire que dans cette société hiérarchisée à outrance qu'est l'Égypte de Pharaon, vous avez une sorte de pyramide, donc vous avez à la tête de la pyramide, au sommet, vous avez Pharaon, puis après, chacun a sa petite part de responsabilité et sa petite part de poids sur les autres. Eh bien, Moshe et Gadel, il grandit, et il arrive à un stade, à un statut où il n'a pas besoin de demander l'autorisation à quiconque pour pouvoir faire ce qu'il a envie, en tout cas, pour pouvoir sortir voir ses frères, puisque c'est ce qu'il a décidé de faire. Vayigdal Moshe, Vayetse El Echav, il sort vers ses frères. Évidemment que Moshe connaît bien son histoire. Il se rappelle bien sûr qu'il a été éduqué d'abord par sa mère pendant quelque temps, avant de passer chez la fille de Pharaon. Et donc, il connaît son histoire. Il sait très bien qu'il appartient à ce peuple martyrisé duquel on parle de temps en temps dans les salons du palais, et que ce peuple martyrisé, c'est son peuple. Et que s'il n'y avait pas eu cette incroyable histoire où il a été repéré par la fille de l'oppresseur numéro 1, eh bien, il se serait retrouvé avec les autres, avec ses cousins, en train de travailler. Et donc, évidemment, pour un homme qui a une conscience morale comme lui, cette prison dorée, finalement, ne lui convient pas du tout. Et dès qu'il a la possibilité, Vayetse El Echav, il va sortir de son égyptianité, si vous voulez, pour aller retrouver ses frères par solidarité, tout simplement. Vayar Besivlotam, c'est là que, pour ceux qui connaissent, c'est là que je m'éloigne de Manitou. Manitou dit que quand il écrit Vayetse El Echav, il ne savait pas trop, à ce moment-là, vers qui il devait sortir. Est-ce qu'il devait sortir vers ses frères égyptiens ou vers ses frères hébreux? Je ne pense pas que c'est ce que le texte dit. Le texte dit de manière très claire, Vayetse El Echav, qu'il sort de l'Égypte pour aller vers ses frères les Hébreux. Vayar Besivlotam, Vayar. Il écrit donc 2 fois Vayar. Vayar, ça veut dire il voit. Eh bien, il voit d'abord, il constate Sivlotam, leur souffrance, et ensuite de nouveau Vayar, mais cette fois-ci Vayar Ish, il voit un homme. Alors pourquoi 2 fois Vayar? Sans doute parce que, c'est comme ça que j'imagine en tout cas, il est évident que le camp de concentration ne se trouve pas au centre-ville, bien sûr, il se trouve éloigné quelque part là-bas, donc Moshe y va, il s'y rend sans doute en cheval, en âne ou en chameau, que sais-je. En tout cas, il arrive sur une sorte de colline qui surplombe le camp, et donc la première chose qu'il voit, avant même de pouvoir déchiffrer les visages, avant même de pouvoir découvrir les visages, la première chose qu'il voit et qu'il constate, c'est le sével, c'est les souffrances, puisque vu d'en haut, les visages, tu ne les vois pas, par contre, tu entends les cris, par contre, tu vois, tu aperçois ou tu devines les fouets qui sont levés vers le ciel et qui vont s'abattre ou qui s'abattent sur le dos des pauvres esclaves. Et donc, il constate d'abord leur douleur, et ensuite, Vayar Ish, et ensuite, il continue, si vous voulez, il descend de cette fameuse colline, comme attiré par ce qu'il est en train de voir, et il rentre dans le fameux camp, et là, il voit un homme. Mais le Ish, l'homme qu'il voit, est un Égyptien. Et l'homme égyptien, Ish Mitzri, Maké, est en train de battre Ish, un autre homme, Ivri cette fois-ci, Mi-Echav, de ses frères. Pourquoi il écrit une 2e fois Echav? Qu'est-ce qu'il aurait manqué dans le verset s'il avait écrit simplement il a vu un homme égyptien frapper un homme hébreu?
sans Me'echav, rien n'aurait manqué. Donc le Me'echav qui est répété ici pour la deuxième fois dans ce verset, c'est évidemment pour nous dire qu'il est tellement solidaire, il s'identifie tellement à la douleur de ses frères, que c'est un petit peu comme il ressent comme si le coup de fouet s'abattait sur son propre dos. On a l'impression qu'il reçoit lui-même le coup de fouet. En tout cas, c'est comme ça qu'il le vit. Et donc, il est dans une scène où il y a deux ish, un ish mitzri et un ish ivri. Dans le verset suivant, il est écrit Vayifen ko vacho vayar kien ish. Il a regardé à droite, il a regardé à gauche, il a vu qu'il n'y avait pas de ish. Évidemment que, a priori, ce que le pasuk veut nous dire, c'est qu'il s'est tourné du côté droit, il s'est tourné du côté gauche, il a vu qu'il n'y avait pas un troisième homme. En tout cas, pas un troisième homme égyptien. Je suppose que s'il avait vu un hébreu passer par là, il n'aurait pas trop hésité parce que l'hébreu est essentiel de son côté. Mais en tout cas, il n'a pas vu d'Égyptien. Vaillard qui a une niche, il n'y avait personne, et donc il a pu faire commettre son crime. Oui, sauf qu'il faut être aussi sensible à la musique du verset, et pas seulement à ce que le verset nous dit. Or, si vous tendez l'oreille musicale, et vous apercevez qu'il y a quelque chose qui choque un petit peu dans la juxtaposition des deux versets. Vayar ish mitzri, make ish ivri. Il voit un homme ish égyptien qui frappe un homme ish hébreu. Et le passouk d'après, il regarde à droite à gauche, il voit qu'il n'y a pas de ish. Ben si, justement, il y en a deux au moins. Il y en a au moins deux. Bon, alors je sais bien que, comme on vient de le dire, il faut comprendre le verset comme il n'y a pas de troisième ish. D'accord. Mais enfin, à l'oreille, dire il y a un ish et puis un deuxième ish, puis finalement il n'y a pas de ish, ça semble un peu bizarre. C'est pour ça que il semble que ce ne soit pas éloigné du pshat de dire que Vayifen Kovacho, ça ne veut pas dire il a regardé derrière lui à droite, il a regardé derrière lui à gauche. Ça veut dire qu'il a regardé devant lui à droite l'homme égyptien et de l'autre côté l'homme hébreu, et il s'est aperçu qu'en fait il n'y avait pas d'homme. Et cette tovana, comme on dit en hébreu, cette constatation est une constatation qu'on ne peut faire que lorsqu'on est rentré dans le camp de concentration. Parce que vous avez beau lire des bouquins sur comment est-ce qu'ils vivent là-bas, vous avez beau savoir et avoir entendu des récits, tant que vous n'êtes pas sur place et que vous ne l'avez pas vu, vous n'arrivez pas à comprendre cette vérité tragique que dans un univers concentrationnaire, plus personne n'est humain. L'univers concentrationnaire, par définition, c'est un univers déshumanisé. L'homme égyptien, on croyait que c'était un homme parce qu'il a quand même 2 yeux et 2 oreilles et une bouche, donc on croit que c'est un homme. Mais la vérité, lorsque tu as dans ta main un fouet et que tu t'en sers pour frapper un homme innocent qui ne t'a rien fait, juste parce que c'est toi qui as le fouet et lui ne l'a pas, il y a quelque chose du Tselem Elohim, il y a quelque chose du divin qui est dans chacun d'entre nous qui a disparu. Et donc la vérité, il s'est déshumanisé en frappant l'hébreu. Mais, et c'est ça que Moshe constate avec effroi, non seulement l'Égyptien n'est plus vraiment un homme, mais l'hébreu également ne l'est plus. Parce qu'un véritable être humain ne renonce pas à sa dignité. Un véritable être humain ne reste pas passif lorsqu'il est battu et humilié. Et donc, l'homme qui reçoit des coups sans réagir, lui aussi, il a perdu un peu de son humanité. Évidemment, il ne s'agit pas de faire le procès de la victime. La victime en question, elle a d'excellentes raisons de ne pas réagir. Bien sûr, je suppose que le dernier hébreu qui a réagi dans une situation analogue, il est mort sur le coup. Donc, comme l'hébreu ici, il veut vivre, bien sûr, il a toutes les raisons du monde de ne pas réagir. Mais là n'est pas la question. La question n'est pas pourquoi il n'a pas réagi. La question est qu'est-ce qu'il est arrivé à cet individu? Eh bien, il est arrivé qu'on a fini par le déshumaniser. Il a fini par oublier qu'il a une dignité, qu'il a un kavod, qu'on ne peut pas l'humilier. Et donc, Vayifen Kovacho, il regarde ici l'homme égyptien, il regarde ici l'homme hébreu, Vayar ki en ish, il arrive à la conclusion qu'il n'y a plus d'humanité là-dedans. Et constatant qu'il n'y a plus d'humanité, il va faire ce que nos sages nous enseignent qu'il faut faire, c'est-à-dire Bimkom she'en ish, ishtadel liot ish, là où il n'y a pas d'homme,
tu dois être toi-même l'homme qui manque à la situation. Et c'est ce que Moshe essaye de faire en disant, si c'est comme ça, Vayach est un Mitzri, il frappe l'Égyptien. Remarquez que l'Égyptien a perdu son statut d'humain. On ne dit plus Vayach et Ish Mitzri, comme on a dit plus haut, mais Vayach et Mitzri, il frappe l'Égyptien. Et il frappe l'Égyptien parce qu'il veut prouver à lui-même et surtout à tous ceux qui regardent la scène, l'hébreu en question, qu'un truc comme ça ne doit pas arriver et qu'il n'est pas normal qu'un homme frappe un autre rien que parce que la force et la puissance est en lui. Et pour remettre un peu de justice dans ce monde de brutes, si vous voulez, alors il frappe l'Égyptien. Et il ne sera pas dit qu'on peut passer à l'ordre du jour lorsqu'il se passe quelque chose comme ça. Vayitmene ou bachol, et ensuite il l'enterre dans le sable. Je pense que ce détail qui vient à la fin de ce verset, le verset où Moshe tue l'Égyptien, ce détail est important également parce qu'il prouve que Moshe n'a pas agi parce qu'il était impulsif, vous voyez, parce qu'il n'a pas trop réfléchi instinctivement, mais c'était bien réfléchi au contraire. Vaïtmeneu Bachol, c'est l'action de quelqu'un qui sait exactement ce qu'il est en train de faire. Il sait surtout qu'il s'est mis en danger et qu'il a tout intérêt à faire disparaître les traces de son crime, et donc il recouvre le cadavre du sable. Vaïtmeneu Bachol. Bon, et après, sans mot dire, il rentre chez lui. Sauf qu'il ne peut pas dormir, évidemment, la nuit. Vous savez, quand on tue quelqu'un, on ne dort pas la nuit. Souvenez-vous, quand vous avez vous-même tué quelqu'un, la première nuit, en tout cas, vous n'avez pas dormi. Après, vous n'allez pas me contredire, quand on tue quelqu'un pour la deuxième fois, la troisième fois, après, ça va, quand on s'habitue. Mais la première fois que vous avez tué quelqu'un, vous n'avez pas dormi de la nuit, on est d'accord? Moshe non plus. Il faudra qu'on coupe au montage, là, c'est pas possible. Ouais, il faudra couper au montage, tu dis? Ouais, bon, ça va. On est entre nous, on peut s'avouer des trucs. Bon, en tout cas, s'il ne dort pas, à quoi il pense? Il pense à ce qu'il vient de faire. Il pense aux conséquences que son geste a certainement eu sur le moral des Hébreux. Il pense peut-être aussi au fait qu'il s'est mis en danger. Mais il pense surtout à l'action extraordinaire. Il se dit, mais enfin, ça fait 210 ans que les Hébreux sont maltraités et que personne ne prend leur défense. Et voici que moi, j'ai fait la chose que tout le monde aurait dû faire depuis le début. Tuer le SS, tuer l'Égyptien. Certainement que dans leur baraquement, les Hébreux doivent en parler de tout ça, avec un sourire pour une fois. Ils doivent se dire, vous ne savez pas ce qui est arrivé aujourd'hui, dans la section C, il y a un bonhomme qui est arrivé, un Égyptien, figurez-vous. Il était habillé comme un prince d'Égypte. Et il a tué l'Égyptien. Il a tué le SS qui était devant nous. Et certainement qu'ils ont dû se dire, ouais, kol hakavod, finalement quelqu'un pense à nous. Peut-être même, un des Hébreux a dit, j'ai l'impression que c'était Moshe. Parce qu'il est évident qu'eux aussi savent l'histoire de ce Moshe. Vous savez qu'Amram, son père, était connu là-bas. Et une histoire pareille, évidemment, ça se transmet. Tout le monde sait qu'il y a un prince juif qui se trouve dans le palais de Pharaon et va savoir, peut-être que c'est lui. En tout cas, lui ou pas lui, se dit Moshe, certainement que les Hébreux sont en train de se dire enfin quelqu'un qui pense à nous. Et leur dos d'esclaves se redresse. Et alors, il fait ce que moi, à sa place, je n'aurais certainement pas fait. Le verset continue, il dit « Vayetse bayom hasheni » et au deuxième jour, il sort à nouveau. « Vayetse bayom hasheni » Évidemment que je ne l'aurais pas fait. Évidemment que je ne l'aurais pas fait. Parce que je sais très bien qu'ils sont en train de faire une enquête. Alors, je sais aussi que, paraît-il, les criminels reviennent toujours sur les lieux de leurs crimes, mais pas le lendemain quand même. Pas le lendemain. Enfin, c'est louche. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là, toi, prince d'Égypte? Qu'est-ce que tu fais au camp de concentration? Est-ce que par hasard, tu ne serais pas lié à ce qui s'est passé hier, vous voyez? Donc, évidemment qu'il risque gros en retournant là-bas. Alors, pourquoi il retourne? Il retourne parce qu'il ne peut plus faire autrement. Il ne peut pas continuer à vivre comme il a vécu jusqu'à présent, après avoir vu ce qu'il a vu,
après avoir fait ce qu'il a fait, après avoir compris ce qu'il a compris, il ne peut pas continuer à vivre dans ce palais comme si de rien n'était. Alors, comme attiré de manière qui ne lui laisse pas le choix, Vayetse, Vayom Hasheni, il sort le deuxième jour aussi. Alors moi, personnellement, mais là, vous n'êtes pas obligé d'aller avec moi jusqu'au bout. Jusqu'à présent, vous êtes obligé d'aller avec moi jusqu'au bout. Jusqu'à présent, ce que j'ai dit, c'est vrai, ok? Mais à partir de maintenant, je vais vous dire, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, ce n'est pas grave. Moi, j'ai l'impression, vous allez me dire dans un instant, c'est parce que je vois trop de films, et vous aurez raison. Moi, j'ai l'impression que Moshe Rabbeinu, il revient le lendemain parce qu'il se dit dans sa petite tête, eh ben, va savoir, peut-être que cette fois-ci aussi, je vais me trouver un petit Égyptien dans un endroit un petit peu planqué, sans que personne ne me voie, et hop, je vais tuer le deuxième Égyptien. Et peut-être que demain, je retournerai pour tuer un troisième Égyptien. Et peut-être que je me prends pour Zorro, ou pour un super-héros, ou pour quelqu'un qui enfin prend le parti de ce peuple opprimé. Ouais, d'accord, ok, d'accord. J'ai fantasmé, c'est pas ça, c'est pas ce qui est écrit, j'efface, ok, j'efface. Mais en tout cas, ce qui est clair, parce que ça c'est oui écrit, que le lendemain, il retourne. Il retourne comme attiré de nouveau par cette solidarité avec ses frères. Et là, il assiste à une deuxième scène, et regardez bien tous les mots. Donc il arrive, Bayer Machini, Veine, et voici, Shne Anashim. Alors Anashim, c'est le pluriel de Ish. Tiens, je pensais qu'il avait compris qu'il n'y a plus de Ish, qu'il n'y a plus d'hommes dans cet univers de camp de concentration. Ah oui, mais attends, il n'y avait pas d'hommes lorsqu'on est en présence d'une rencontre entre l'opprimé et l'oppresseur, entre l'Égyptien et l'Hébreu. Alors là, évidemment, cette rencontre est déshumanisée. Mais lorsque les Hébreux se retrouvent entre eux, lorsqu'il s'agit d'un Hébreu face à un autre Hébreu, Shnei Anashim Ivrim, alors là, peut-être que, sûrement d'ailleurs, l'humanité est revenue. Quand ils sont seuls entre eux dans leur baraquement, ils s'entraident, ils pensent l'un à l'autre, ils s'aiment. Veine Shnei Anashim, et donc c'est des hommes. Veine Shnei Anashim Ivrim. Et première gifle, il va en recevoir 3, Moshe, l'une après l'autre. Première gifle retentissante, Nitzim. Il se trouve que ces deux Hébreux se battent. Et là, évidemment, Moshe ne comprend plus. Mais enfin, si vous vous battez, si vous n'êtes pas solidaires l'un de l'autre, comment vous voulez qu'un jour vous pourriez sortir d'ici? Enfin, c'est la base. On peut rien tenter si on n'est pas unis, quoi. Regardez-moi, moi, je ne souffre pas comme vous, je ne suis pas esclave, et pourtant, par solidarité avec mon peuple, je viens, je risque ma peau, je tue un Égyptien, je reviens une deuxième fois, et moi, je me sens solidaire de vous, et vous, entre vous, vous n'êtes pas solidaires, mais ce n'est pas possible. Shnei Anashim Ivrim Nitzim. Alors Moshe intervient, parce que cet homme de justice ne supporte pas l'injustice, et donc il intervient, va Yomer la Racha, il dit au Racha, Lama Takerer. Comme vous le savez, nos sages expliquent que le Racha, comment il savait lequel des deux était Racha? Celui qui avait la main levée, tout simplement. Et il dit, Lama Takerer, pourquoi tu frappes ton prochain? Et nous qui avons lu une ou deux fois le Chumash, quand on entend le mot Re'echa, ça nous fait évidemment penser au verset, un des versets les plus célèbres de la Torah, Ve'ahavta le're'acha kamocha. C'est un verset que Moshe Rabbeinu va lui-même écrire quelque temps plus tard, mais il ne sait pas encore qu'il va écrire ce verset. Il ne le sait pas encore. Mais nous qui savons, on ne peut pas s'empêcher de penser que Moshe, en disant Lama takerecha, il est en train en fait de lui dire, mais enfin, pourquoi tu frappes celui que tu es censé aimer? Ve'ahavta le're'acha kamocha. Lama takerecha. Racha. Et là, il prend la deuxième gifle. Vayomer, il lui répond, Mi samcha le ish. Qui t'a dit que tu es le seul homme de la région? Tu te prends certainement pour un homme, tu es certainement content de toi, et tu te permets de nous juger, de me juger. Mi samcha, mais qui donc t'a nommé ish? Sar, ça veut dire donc puissant. Vous savez, Sar, aujourd'hui ça veut dire ministre, enfin ça veut dire Srara, puissance. Des chauffettes, allez-nous!
tu te permets de nous juger. Lui, il ne dit même pas Allah, il dit Allez-nous, parce qu'il a bien compris que il est dans une stature de quelqu'un qui se permet de juger tous les autres, tous les esclaves à la même enseigne, celui qui lève la main comme celui qui reçoit le coup. Misamra, pour qui tu te prends? Pour qui tu te prends pour oser me juger et me dire rachat? Mais bien sûr que je me bats, bien sûr que je suis en train de me battre, mais tu ne sais même pas pourquoi. Mais peut-être que je me bats parce qu'ils viennent me prendre le seul morceau de pain de la journée, et que si je ne me bats pas pour le récupérer, tout le monde dans le camp va savoir que je suis un faible, et demain je n'existe plus, je suis mort. Mais évidemment, toi, ça, tu ne peux pas comprendre. Parce que toi, quand tu n'as pas de pain, comme disait Marie-Antoinette, tu manges des gâteaux, tu manges des croissants. Toi, tu n'as pas ce problème. Alors pour qui tu te prends? Misamcha le ish. Qui a dit que tu étais le seul ish? Comment est-ce que tu oses avoir l'impudence de comprendre ce que nous sommes en train de vivre? Viens ici ne serait-ce que 24 heures, et peut-être après, tu auras le droit de parler. Mais là, parce que je lève la main, alors je suis un rachat, misamcha. Mais qui donc t'a donné cette insolence de croire que tu es le seul ish? Sarve et chauffette aleno. Deuxième gifle. Troisième gifle, peut-être la pire des trois. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu veux me tuer comme tu as tué l'Égyptien? D'un air de dire, non seulement je te refuse le droit de te mêler de nos histoires parce que tu n'y comprends rien, mais ce que tu as fait hier, et que certainement tu dois en être très fier, tu as dû penser, wow, quelle belle action d'éclat j'ai faite. Mais ce que tu as fait, ça a été un scandale. Évidemment, toi, tu as pu dormir toute la nuit sur tes deux oreilles. C'est pas vrai, il se trompe, il n'a pas dormi, Moshe, comme on l'a dit tout à l'heure. Mais il pense évidemment que Moshe a dormi. Tandis que nous, si tu savais, on est rentré du camp. On est rentré du camp de travail et puis on est arrivé devant nos baraquements et on a fait comme tous les jours l'appel. On s'est aperçu qu'il y avait quelques Hébreux qui ne revenaient pas, mais ça c'est normal. Ils meurent d'épuisement tous les jours. Ils meurent de faim, ils meurent de soif, ils meurent de froid. Mais tout d'un coup, on s'aperçoit qu'il manque également des gardiens. Il manque un Égyptien. Comment ça? Mais Muhammad en question, là, de quelle section il était responsable? La section C, qu'on nous amène. Tous les esclaves de la section C. Et à ce moment-là, voici que ces dizaines d'esclaves épuisés par une journée de travail reviennent, et ils sont mis en rang, et on commence l'interrogatoire, un par un. Qu'est-ce qui s'est passé avec l'Égyptien? Qui a vu? Qui n'a pas vu? Comment ça, t'as pas vu? Tu sais qu'on avait moyen de te faire parler. Et là, je vous passe évidemment sur les méthodes égyptiennes que vous connaissez bien pour torturer les gens qui doivent dire quelque chose. Et tout ça, l'Hébreu le dit à Moshe en lui disant, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux tuer l'Égyptien? Tu veux me tuer à moi comme tu as tué l'Égyptien? Comme si en tuant l'Égyptien, tu avais fait avancer les choses. Mais regarde le nombre d'Égyptiens qui est autour de nous. Tu en as tué un. Est-ce que ça a changé quelque chose? Mais pour qui tu te prends? Mais dans quel monde tu évolues? Mais c'est quoi ces rêves que tu as pour nous? Missamcha. Et lorsque Moshe entend ça, et qu'il prend sur lui, il comprend les 3 gifles qu'il vient de recevoir, il arrive à une conclusion. Et le verset continue, il dira, Vayira Moshe, Moshe a eu peur de ce qu'il entend, Vayomar, et il dit, Achen noda hadavar, donc la chose est sue. Alors évidemment, Achen noda hadavar, ça veut dire, et donc ce que j'ai fait, c'est-à-dire tuer l'Égyptien, c'est quelque chose qui se sait. Et qui se sait, et qui se transmet, et qu'ils en parlent. Alors évidemment, je savais bien que les Hébreux étaient au courant, mais je ne savais pas qu'ils allaient en parler de cette manière-là. Mais s'ils en parlent de cette manière-là, c'est-à-dire s'ils en parlent avec méfiance, s'ils en parlent avec mécontentement, eh bien,
Et d'une manière ou d'une autre, ça va finir par arriver aux yeux de celui que ça ne doit pas arriver. Comme d'ailleurs c'est écrit dans le verset d'après, Vaishma Paro, en effet. Et donc, il est temps de partir. Ma tête va être mise à prix dans quelques minutes, dans quelques heures. Ça, c'est la première explication. Donc, la chose est sue, elle est répétée, 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 et ça va mal se terminer. Et c'est ce que Rashi dit. Et Rashi, sur le passouk Achenodadava, dira Kemashmao, comme tu as compris. Il a peur que les choses se sachent. Mais Rashi continue, et ce Rashi est très important. Après avoir dit donc Kemashmao, comme tu comprends, il continue, il dit Umidrasho, et j'ai une autre explication, un midrasho. Nodal, ça veut dire quoi? Maintenant, la chose est sûre. Nodali adavar shaiti tamea alav. Enfin, je comprends ce qui m'a toujours posé problème, ce qui est un vrai mystère pour moi. Machatou Israël mikol shivim umot liod nirdim ba'avodat perech. Mais qu'est-ce qu'ils ont donc bien pu faire, ces Hébreux, plus que les autres 70 nations, pour être ainsi traités? Ba'avodat perech, dans des travaux forcés. Aval ro'e ani shehem re'uyim lechach. Et maintenant, je comprends qu'ils n'ont que ce qu'ils méritent. Shehem re'uyim lechach. Achen oda davar. Maintenant, je comprends. C'est-à-dire que, d'après cette lecture de Rashi, Moshe comprend que ce peuple, dans l'état d'esprit dans lequel il est, parce que je suppose que cette petite rencontre à Troie, elle n'était pas à Troie en fait, il y avait les deux Hébreux qui se battaient, puis il y avait certainement encore une dizaine ou une quinzaine d'Hébreux autour qui disaient « Ah oui, il a raison, Misamka, ah oui !» Et Moshe donc comprend que si c'est comme ça veut dire que le peuple n'est pas seulement un peuple d'esclaves, mais il est également ce que… Alors les Français ont inventé un mot pour ça. Il est également un peuple d'aliénés. C'est-à-dire que non seulement ils sont esclaves, mais ils pensent que c'est normal, quoi. Et un peuple qui pense qu'il est normal qu'il soit esclave n'a aucune chance d'en sortir. Pour sortir de l'esclavage, il faut évidemment être solidaire l'un de l'autre, et puis il faut surtout savoir que la situation telle qu'elle est n'est pas une situation normale et juste, et qu'il faut, on peut, donc on doit en sortir. Mais si tu penses que c'est normal, et quand quelqu'un tue un SS, tu dis, mais enfin, quel culot, il aurait pu le laisser, qu'est-ce qui va nous arriver maintenant? Si tu n'arrives pas à voir plus loin que cela, eh ben, tu ne sortiras jamais, mon pauvre vieux. Tu ne sortiras jamais. Mais c'est bien ce que tu mérites, puisque tu as perdu l'idée même de la liberté. Les Noirs d'Afrique ont été pendant des siècles, comme vous le savez, esclavagisés, et ils n'auraient pas pu en sortir, ça aurait pu durer encore longtemps. Et la raison pour laquelle ils s'en sont finalement sortis, c'est uniquement parce que des hommes blancs, à un moment, se sont dit, mais enfin, c'est quand même pas normal ce qu'on est en train de leur faire. Ils se sont mis à écrire, ils se sont mis à écrire des pétitions, ils se sont mis à écrire des livres, jusqu'au moment où les Noirs eux-mêmes se sont dit, mais c'est vrai, quoi, ils ont raison, c'est pas normal. Mais de eux-mêmes, comment voudrez-vous qu'ils arrivent à conclusion que c'est pas normal? Ça fait des siècles qu'ils sont nés là-dedans. Pour eux, c'est comme ça que ça doit être. Et Moshe s'aperçoit que les Hébreux sont passés au stade d'esclaves aliénés. Ils ne voient plus la raison de changer cet état de choses. Alors, alors qu'est-ce que tu veux que je te dise? Eh bien, ils resteront là où ils resteront. Hein. C'est bien ce qu'ils méritent. Ce qui signifie, d'après cette lecture de Rashi, que lorsque Moshe quitte l'Égypte, ce n'est pas seulement un réfugié politique qui va essayer de trouver un refuge quelque part à l'extérieur en attendant que les choses se calment et que sa tête ne soit plus mise à prix afin qu'il puisse retourner dans son pays, mais pas du tout. Il s'agit de quelqu'un qui a une rupture totale d'identité, il quitte l'Égypte pour ne plus jamais y revenir. Égyptien, il ne s'est jamais senti égyptien, il ne peut pas s'identifier avec ceux qui oppriment, mais hébreu, il pensait qu'il l'était, mais voilà qu'il s'avère qu'il ne partage pas l'essentiel des valeurs avec les Hébreux, et donc il n'est plus hébreu non plus. Le Moshe qui quitte l'Égypte, c'est un Moshe apatride, c'est un Moshe en quête d'identité, c'est un Moshe qui ne peut plus se définir ni en tant qu'Égyptien ni en tant qu'Hébreu. Et c'est à ce moment-là que Moshe fait une troisième rencontre, si vous voulez.
Cette troisième rencontre se trouve dans les versets suivants. Alors, c'est quand même frappant parce que il ne se passe rien d'autre. C'est-à-dire qu'on nous raconte ces trois scènes, ces trois scénettes, l'une après l'autre. D'abord avec avec l'Égyptien et l'Hébreu, ensuite avec les deux Hébreux, et maintenant près du puits à Midian. C'est très rapide, regardez. Ulechoen Midian, Sheva Banot, et le Cohen de Midian avait 7 filles. Vatavona, Vatidlena, Vatemalena et Tareatim, Ashkot, son aviem, et elles venaient régulièrement donc au puits pour faire paître leurs troupeaux, pour donner à boire, pardon, pour abreuver leurs troupeaux. Moshe se trouve près du puits parce que le puits à l'époque, vous savez, qui se trouvait à l'entrée de la ville, c'était toujours l'endroit des grandes réunions. Or, Moshe vient à Midian pour trouver un boulot, pour trouver un gîte, et donc évidemment, il va au puits là où tout le monde se rassemble. Et là, donc, il fait cette rencontre avec ces 7 jeunes filles. Si on peut avoir les psukim, monsieur Johan, ça nous arrangerait. Donc, il a donc 7 filles qui sont là. Va y avoir Rohim, mais les bergers arrivent également. Or, les bergers, Vaïgar Shum, ils les chassent. Et donc, pour la troisième fois, Moshe se trouve en face d'une situation qui n'est pas normale, qui est injuste. Et cette fois-ci, tu ne peux même pas dire que s'il prend le parti des jeunes filles, c'est parce que il les connaît ou parce qu'ils font partie du même peuple. Pas du tout, il ne les connaît pas, et elles sont midianites et lui ne l'est pas. Et donc, s'il prend le parti des jeunes filles, c'est parce que son sens de la justice est universel, tout simplement. Et que de voir ces bergers mettre de côté les jeunes filles pour leur prendre leur place, ça le révulse. Alors, je ne sais pas exactement ce qu'il fait, enfin, en tout cas, je ne sais pas comment il le fait, mais il va y avoir oui, Choum, lorsque les bergers arrivent, ils chassent les jeunes filles, va y a comme Moshe, et Moshe se lève, va Yoshi'an, il les sauve, va Yashk et Sona, et même en tant que gentleman, il va lui-même abreuver les troupeaux. Alors, comment est-ce qu'il a fait ça? Chacun peut imaginer. Je ne sais pas très bien comment est-ce qu'il a réussi à les chasser, ces fameux bergers. Ça rappelle un petit peu l'histoire de Yaakov, vous vous rappelez, avec aussi des bergers avec une grande pierre sur un puits. Et là, c'est quand même un peu différent. Vayash Ketsonam, en tout cas, il a fait ce qu'il avait à faire. Vatavona el Reuel avihen. Et les filles retournent voir leur père, qui s'appelle Reuel, parce qu'il trouve plusieurs noms. Vayomer, et le père dit, Madoua miharten boayom, comment se fait-il que vous arrivez si vite aujourd'hui? Et de là, le lecteur est en train de se dire, donc ça veut dire que ça se passe tout le temps comme ça. C'est-à-dire que chaque jour, elles allaient donc près du puits et chaque jour, les bergers les chassaient et elles revenaient très en retard à la maison. Et c'est la raison pour laquelle il leur demande, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Pourquoi vous êtes arrivés si rapidement? Va Tomarna, et elles répondent, Ish Mitzri, Itzilano Miad Aroim. Il y avait un homme. Le retour de l'homme, c'est-à-dire que dans ce monde de brut, on a trouvé un homme. Mitzri, parce que il a l'air d'un Mitzri, il a l'apparence, il a l'habit, il parle l'égyptien, donc apparemment c'est un Égyptien. Eh bien, en tout cas, c'est un homme, égyptien ou pas. Voilà quelqu'un qui a pris fait et cause pour nous. Itzilano Miad Aroim. Mais non seulement il nous a sauvés des mains des Rohim, des mains des bergers, mais en plus, Gam Dalo, Dalalano, il a puisé pour nous de l'eau, Bayash et Tatson, et il en a abreuvé les troupeaux. Et là, Moshe, vous savez que nos sages reprochent à Moshe de s'être laissé traiter d'Égyptien sans réagir. Alors d'abord, ils l'ont présenté comme Égyptien, il n'a pas réagi parce qu'il n'était pas à côté. Comme la suite de l'histoire nous le prouve, il n'était pas à côté, donc il n'a pas entendu. Enfin, je suppose que même par la suite, les filles ont continué à l'appeler l'Égyptien et sans doute Yitro également. Et donc, nos sages disent, mais alors, il aurait dû réagir. Oui, sauf que si jusqu'à présent, vous m'avez suivi, en fait, il ne pouvait pas réagir. Comment voulez-vous donc qu'il réagisse? Non, je ne suis pas égyptien. Ben alors, fais quoi? Ah ben, justement, je ne sais plus trop, quoi. Si tu m'avais posé la question il y a 3 jours, je t'aurais dit je suis hébreu, mais là, maintenant, moi-même, je ne suis plus très au courant. Et donc cet Égyptien, cet homme égyptien,
qui a sauvé ces jeunes filles fait une très forte impression sur Yitro. Et en fait, c'est la première fois, depuis le début de notre histoire, c'est la première fois que quelqu'un juge avec admiration le fait de Moshe, les actions de Moshe, le côté justicier de notre Moshe. Jusqu'à présent, il n'agissait pas autrement, mais personne ne le remerciait pour autant. Tandis que là, il y a quelqu'un qui pense que c'est une bonne chose. Et c'est la raison pour laquelle, juste après, il dit à ses filles, Vayomer al benotav, ve ayo. Il dit à ses filles, mais où est-il? C'est juste après, Yoram. Et ve ayo, où est-il? Lamazé azaften et ish. Pourquoi donc avez-vous laissé de côté le ish jusqu'à ce qu'il y ait un ish quelque part dans ce monde de brutes et vous l'avez laissé dehors? Alors que j'ai 7 filles à marier. Alors, enfin, ça, il ne l'a pas dit, mais bon, il l'a pensé très fort. Vous avez laissé un ish à l'extérieur, mais enfin, vous ne vous rendez pas compte. Appelez-le donc pour qu'il vienne manger avec nous. Et regardez comment le passouk Kafalef continue. Vayoel Moshe, la shevet et ha'ish. Et Moshe accepta de s'asseoir avec le ish. Et là, vous voyez comme la roue se ferme, c'est-à-dire qu'on a commencé l'histoire avec 2 ish, un ish mitzri, un ish ivri, qui finalement, il s'avère que ni l'un ni l'autre ne sont vraiment des ish, et on termine l'histoire avec 2 ish également. L'un, Moshe, c'est comme ça que Yitro l'appelle, la mazé azavten et ish, et le deuxième, c'est Yitro, puisque Moshe l'appelle comme ça, Vayoel Moshe la shevet et ish. Il accepte de s'asseoir avec le ish. Et là, de nouveau, il y a 2 ishim, mais cette fois-ci, il reste vraiment anashim, il reste des hommes, puisqu'ils partagent les mêmes valeurs. Ce verset Kafalef a une suite rigolote, très rigolote. Moi, ça me fait toujours très rire, bien que je ne pense pas que ce soit la raison pour laquelle le verset a été écrit, mais enfin, moi, ça me fait rire. Regardez ce verset, on va le relire depuis le début. Va Yoel Moshe, donc, et Moshe accepte de s'asseoir avec l'homme pour faire quoi? Pour manger à sa table, hein, c'est de ça qu'il était question dans le verset précédent. Vaïten et Tzipora bito les Moshe, dit donc. Et il donne Tzipora, sa fille, à Moshe, dans le même verset. Le shidour le plus rapide de toute l'histoire des shidouchim. C'est-à-dire, on a pas l'impression que Yitro est en train de dire à Moshe, tu vois, là, il y a le poulet, là, il y a la mayonnaise, et là, c'est Tzipora. C'est-à-dire que le passouk ne prend même pas le temps de terminer, de mettre un soft passouk après, et Moshe accepta, mais dans le même verset, Moshe accepta de manger avec eux, et hop, et voilà Tzipora, et voilà qui se marie. Et regardez le passouk d'après, comment il commence, Telet Ben, dis donc. Elle accouche d'un garçon. Bon, je suppose qu'il y a au moins 9 mois qui se sont déroulés entre la fin du verset Kafalef et le début du verset Kavbet. De la même façon que j'imagine bien qu'il y avait quelques jours qui ont séparé le Vayoel Moshe, la Shevet et Taïch, avec Vaïten et Tzipora, Bitol et Moshe. Il a dû présenter Tzipora quelques temps après quand même. Mais le fait que le verset précipite les choses, nous raconte tout ça comme si c'était normal, eh bien c'est précisément pour nous apprendre qu'aux yeux de Moshe, c'est tout à fait normal et que Moshe n'a pas eu la moindre hésitation pour épouser la première Midianite venue. Pourquoi? Parce que ce qui est important pour Moshe à ce stade-là de son évolution, ce n'est pas qui est hébreu et qui ne l'est pas, c'est qui est digne de partager avec moi les mêmes valeurs et qui ne l'est pas. Et si Yitro, le Midiani, arrive à reconnaître l'importance du geste que j'ai fait devant le puits, eh bien, si nous partageons les mêmes valeurs de justice et d'égalité, alors pourquoi ne pas en effet épouser sa fille? Au contraire. Et voilà donc que Moshe devient midianite, figurez-vous. Moshe, qui était apatride il y a 2 versets, devient midianite. Pourquoi pas? Et non seulement il épouse la fille de... Vous savez qu'on va lui reprocher ça, c'est-à-dire au moins à 2 reprises plus tard, on viendra lui reprocher d'avoir si facilement épousé une midianite. Tu n'aurais pas pu attendre un petit peu et épouser une fille de chez nous. Ça sera dit 2 fois, ça sera une fois avec Myriam et Alaïcha Akouchi, Tachar Lakar, et puis une deuxième fois dans l'affaire Pinchas. D'après nos sages, en tout cas,
lorsque Zimri présente sa Midianite et il dit à Moshe, dis-moi, les Midianiotes, là, c'est permis ou c'est interdit? Et Moshe dit, bien sûr que c'est interdit. Ah bon, c'est interdit. Et la tienne de Midianite, alors, qui c'est qui t'a autorisé? Donc, on va lui reprocher d'avoir épousé une Midianite, évidemment. Mais pour l'instant, en tout cas, Moshe ne voit pas pourquoi et au nom de quoi il refuserait de devenir lui-même Midianite. D'ailleurs, l'enfant qui vient de naître, il lui donne un nom. Vatelet Ben, elle accouche d'un enfant. Vayikra et Shmo Gershom. Vous remarquez que c'est Moshe qui donne le nom. En général, le livre de Bereshit nous avait habitués à ce que les femmes, les mères donnent le nom aux enfants, mais là, c'est Moshe lui-même. Peut-être que Tsipora voulait donner le nom et Moshe a dit non, regarde. J'ai un message à faire passer, c'est moi qui donne le nom, ok? Et comment est-ce qu'il appelle son fils? Vayikra et Shmo Gershom, qui veut dire étranger là-bas, Gersham. Et il explique, pour ceux qui n'auraient pas compris, qui amar ger hayiti be'eretz nokriya. J'étais étranger sur une terre étrangère. Et où elle est cette terre étrangère? De quelle terre étrangère tu parles? Ben de l'Égypte, bien sûr. Et j'étais étranger en Égypte. Ah, tu étais étranger en Égypte et là maintenant, ben là maintenant ça va. Là maintenant, Baruch Hashem, tout va bien. Là, je suis Midiani, tout va bien. Je sais que certains expliquent qu'il il s'agit de Midian et que par respect pour Yitro, il ne voulait pas dire voilà, je me sens étranger en Midian. Alors il a dit guerre Haïti, Beretz Nochria, mais en fait il pensait à Midian, mais pas du tout. Ce n'est pas ce que le texte nous dit. Il n'appelle pas son gosse guerre Po, je suis étranger ici. Il appelle guerre Cham, j'étais étranger là-bas. Guerre Haïti, au passé, j'étais étranger sur une terre étrangère. En Égypte, j'étais étranger. Mais ici, maintenant, tout va bien. Et s'il ne tient qu'à moi, je resterai midianite jusqu'à la fin de mes jours. Il devient berger. Il devient berger de Yitro. Et combien de temps il a été berger? D'après nos sages, 40 ans. Vous savez que Moshe, d'après nos sages, les 120 années de sa vie ont été divisées en 3 parts égales. Vous avez les 40 premières années, il était égyptien, puis les 40 années intermédiaires, il était midianite, et puis les 40 dernières années, il était dans le désert. Et en effet, lui, il est devenu midianite, il aurait pu rester midianite jusqu'à la fin de ses jours. En fait, ce qui s'est passé après, c'est le buisson ardent. Mais le buisson ardent, ce n'est pas Moshe qui l'a demandé, ce buisson. Ce n'est pas lui qui en prend l'initiative. On ne voit pas Moshe acheter le journal tous les matins pour savoir si sa tête est encore mise à prix ou bien s'il peut rentrer à la maison. Pour lui, c'est terminé cette histoire de Mitzrayim. Gamarnou, c'est fini. Il est devenu le berger de Yitro, il a une femme, il a un enfant, il aura bientôt un deuxième, voilà, tout va bien. Et là, tout d'un coup, il y a le buisson ardent. Et tout à coup, Dieu lui dit, hé, Shalna Alecha, Maraglecha, mais tu te souviens de cette histoire? Le peuple d'Israël, ils ont crié, je les ai entendus, je me souviens, Avraham, Yitzhak, Yaakov, il faut les sortir de là. Et c'est toi que j'ai choisi. Et là, maintenant, on comprend mieux la réaction de Rashi. Moshe dit, mais enfin, pourquoi moi? Ça, c'est sa première réaction à vif. Mais enfin, pourquoi moi? Je suis un berger, qu'est-ce que tu veux de moi? Mais juste après la question pourquoi moi, après réflexion, la deuxième question, c'est pourquoi eux? Mais moi, je pensais que cette histoire-là était terminée. Je pensais que les Bnei Israël, ils étaient en Égypte pour y rester. Et Dieu lui dit, non seulement l'histoire n'est pas terminée, mais elle ne fait que commencer. Et toi, tu auras le rôle principal dans cette histoire qui commence. C'est toute l'affaire du Sné qui va en fait, d'après nos sages, en quelques jours, en tout cas en quelques versets, qui va transformer Moshe et lui refaire découvrir son identité hébraïque. En fait, le buisson ardent pour Moshe, c'est une sorte de révélation, c'est le cas de le dire, où il se retrouve enfin hébreu alors qu'il avait passé par une période midianite qui, dans sa tête, devait être une période définitive. C'est très important de comprendre ce que Rashi veut nous dire. Parce que, en fait, ça signifie que bien souvent, ceux qui vont devenir les sauveurs d'Israël, ceux qui vont devenir ceux qui mettent leur vie, leur énergie, souvent leur santé au service de ce peuple, eh bien, parfois, bon, ce n'est pas systématique, bien sûr, mais parfois, ce sont des gens qui ont passé par une période de coupure. On l'a vu dans le cours pour Youssef, vous vous rappelez,
il y a quelques semaines, où en effet, Yosef aussi, d'après l'explication de Minoun en tout cas, était devenu quelqu'un qui s'était coupé de son passé, qui s'était coupé de la maison paternelle. D'ailleurs, il le dit également dans le nom, dans le prénom qu'il donne à son premier enfant, comme Moshe. Alors, Moshe l'appelle Gershom, lui, Yosef appellera son fils, il appelle ça Ménaché, qui veut dire Nashani Elohim, et Kol Amaliv et Kol Betavi, c'est-à-dire Nashani, il m'a fait oublier, et donc je suis déconnecté de la maison paternelle. Et c'est comme Moshe qui est déconnecté et qui dit en effet, bah, très bien, ok, Gershom, tout va bien, tout va bien. Et plus tard, après Moshe, on retrouvera la même chose avec Esther, qui était tellement, en quelque temps, elle s'était tellement devenue perse qu'elle n'était même pas au courant que Haman avait des projets génocidaires contre son propre peuple. Et elle, son buisson ardent, elle, ce qui l'a fait reprendre, si vous voulez, conscience de sa judaïté, c'est en voyant Mordechai à la porte du palais avec des cendres sur la tête et en portant le deuil. Et encore, ça lui a pris un petit peu de temps, je crois qu'elle comprenne la gravité de la situation, parce que voilà, parce qu'elle était dans un autre monde tout d'un coup. C'est-à-dire que Yosef, son buisson ardent, c'est les frères qui viennent devant lui et qui disent, sans qu'on leur ait vraiment posé la question jusqu'au bout, qui disent nous sommes 12 frères. Et là, tout d'un coup, Yosef comprend qu'il compte également pour eux. Moshe, c'est le buisson ardent lui-même qui lui fait prendre conscience. Esther, ce sera donc Mordechai. Herzl, ça sera la dégradation du capitaine Dreyfus. Mais chacun a son buisson ardent et chacun, finalement, de ces personnages qui ont été déconnectés pendant un certain temps de l'histoire de leur peuple, eh bien, ils vont être rejetés à l'intérieur de l'histoire nationale de manière assez brutale et puis finalement, ils vont devenir les vrais héros de la nation. Il nous reste encore un petit peu de temps, bien on a fini, Monsieur Johan. Tu peux. Je peux continuer un petit peu 5 minutes? Non, parce que ce qui est intéressant, c'est de voir également la réponse. Parce que je vous ai dit tout à l'heure qu'au début, je vous ai dit que Rachid, s'il explique comme ça, c'est parce que sur le fond, c'est à cause de ce qu'on vient de dire, mais sur la forme, c'est à cause de la réponse. Alors regardez la réponse d'Hachem. Donc on revient tout au début au premier psukim, Pasuk Kulbet. Regardez la réponse d'Hachem. Vayomer, qui eye imar. Donc rappelez-vous, pour Rachid, il y a donc deux questions différentes. Un, qui je suis moi. Deux, qui sont eux, pour sortir. Et Dieu répond une réponse en 3 temps. C'est toujours compliqué des réponses en 3 temps lorsqu'il y a eu 2 questions, parce que le temps du intermédiaire, tu ne sais pas trop à quoi il appartient. Est-ce que c'est la fin de la première réponse ou le début de la seconde? Regardez le passage Kulbet, va Yomer, et Dieu dit 2 points. Premièrement, qui eye imar, je serai avec toi. Okay. Deuxièmement, voici le signe que c'est moi qui t'envoie. Et c'est là que c'est compliqué, tu ne sais pas très bien si c'est la fin de la première question, la première réponse ou le début de la deuxième. D'autant plus qu'il ne lui a rien demandé, Moshe. C'est-à-dire que Dieu dit, voici le signe que c'est moi qui t'envoie. Mais on n'a pas vu Moshe demander à Dieu un signe que c'est bien lui qui l'envoie. D'ailleurs, en général, les prophètes, quand ils ont des révélations prophétiques, ils ne demandent pas après, prouve-moi que c'est bien toi qui m'as parlé. Apparemment, la révélation est tellement forte qu'ils n'ont pas de doute là-dessus. Donc c'est curieux que Dieu se propose lui-même, alors qu'il n'a pas été convié à le faire, de donner un signe à Moshe que c'est bien lui, Dieu, qui l'a envoyé. Et enfin, troisième partie de la réponse, lorsque tu sortiras le peuple d'Égypte, vous me servirez sur la montagne. Oui, parce que le Sné, le buisson ardent, comme vous le savez, c'était au Chorev, c'est-à-dire c'était au Sinaï. Le Sinaï et le Sné et le buisson, c'est le même endroit. Et donc, un jour, tu vas les amener ici, et ils me serviront sur cette montagne-là. Voici la troisième partie de la réponse. Et là, tu te dis, mais comment est-ce que les réponses coïncident aux questions? Rashi, Vayomer ki eye imar, je serai avec toi. Rashi dit, Heshivu al rishon rishon, valacharon acharon. Il a répondu à la première question par la première réponse et la deuxième par la deuxième. She'amarta mi anochi kelech el paro. Sur la première question, tu m'as dit qui je suis pour aller voir Pharaon. Lo shel chai, ki mishedi. Tu ne seras pas seul là-bas. C'est moi qui prends ça sur moi. Qui eye imar, je serai avec toi. Je serai avec toi et donc n'aie pas peur. Mi anochi, qui je suis. Ben oui, tu n'es pas grand-chose, mais tu n'es pas seul, je suis là.
Ça, c'est premièrement. Vézé, alors vous savez que Rashi, tout au long du Chumash, il a une grande théorie. C'est chaque fois qu'il a écrit Vézé ou Vézot, il s'agit de pointer du doigt quelque chose qui est à côté. Vézé, comme Vézé Maaseh Menorah, par exemple. Vézé Hamaré Asheraita Basne, c'est-à-dire que pour lui, le Zé, c'est le buisson. Et ça, le buisson que tu es en train de voir maintenant, ça sera pour toi un signe, Vézé Lechaot, qui anochi Sharaticha, que c'est moi qui t'envoie. Ça veut dire quoi que c'est moi qui t'envoie? Ce n'est pas un signe pour te prouver que c'est moi qui t'envoie, mais c'est un signe qui te montre comment est-ce que je me comporte avec les gens que j'envoie. Parce que finalement, les shlichim, j'en ai plein. Toi, tu es un shaliach maintenant, mais avant toi, le sné, il était aussi mon shaliach. Le buisson, il avait une shlichut à accomplir. C'est quoi la shlichut du buisson? Il devait attirer ton attention. Est-ce qu'il a accompli sa mission? Ben oui, il a accompli sa mission. Il était là, il a attiré ton attention. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe avec le sné? Il brûle, il ne se consume pas. Ça veut donc dire que moi, Dieu, je m'occupe de mes shlichim jusqu'à la fin. Je ne les laisserai jamais tomber. Et donc, ne t'inquiète pas, dit-il à Moshe, je serai avec toi comme je suis avec le buisson, comme je suis avec tous mes shlichim. Comme ça, tu comprends, en voyant le buisson, comment est-ce que je fais quand j'envoie des shlichim. Tu réussiras, comme tu vois le buisson faire ma shlichut et ne pas se consumer, car toi aussi tu feras ma shlichut, et il ne t'arrive à rien. Fin de la première réponse. Quant à la deuxième réponse, à la deuxième question, tu m'as demandé, mais quel est le mérite d'Israël pour mériter de sortir? Davar gadol yesh li al hotza hazo. שהרי עתידים לקבל התורה על ההר הזה לסוף 3 חודשים שיצאו ממצרים. Tu veux savoir quel est leur mérite? Je vais te dire. Une grande chose, j'ai pour eux. Lorsque tu les amèneras ici, sur cette montagne, ils recevront la Torah. Ça ne prendra pas plus que 3 mois. Ils sortiront d'Égypte et ils seront au pied du Sinaï. Ils recevront la Torah. Voilà ma réponse. Comment ça, voilà ta réponse? Mais moi, je t'ai demandé quel est leur mérite passé. Tu aurais dû me dire le mérite des pères, je ne sais pas, Abraham, Yitzhak et Yaakov, par exemple. Ou alors tu aurais dû me dire le mérite qu'ils n'ont pas changé leur prénom, qu'ils n'ont pas changé leurs vêtements, qu'ils n'ont pas changé leur langue, comme disait Éric Zemmour. Oui, parce qu'Éric Zemmour, il faut que vous sachiez, il a tout pompé sur les Midrashim. Éric Zemmour, c'est un garçon qui a étudié à Lucien de Hirsch à l'époque de Madame Picard, Zichrona Livracha, il connaît les Midrashim. Donc évidemment, s'il est obsédé par les prénoms, s'il est obsédé par les vêtements, comment est-ce que les femmes arabes se baladent dans les rues, s'il est obsédé par la langue française qui n'est plus enseignée comme elle devrait être enseignée, c'est parce qu'il a appris le Midrash que ce qui a réellement tenu le peuple d'Israël en Égypte, c'est qu'ils n'ont changé ni les prénoms, ni leur langue, ni leurs vêtements. Zemmour, enfin bon, c'est un autre problème. On va laisser tomber Zemmour. En tout cas, pourquoi je vous en parle, je ne sais plus. J'ai perdu mon fil, je vais le retrouver. De quoi je parlais? Ah ben oui, je parlais en effet de la réponse de Dieu. Donc Dieu dit à Moshe, tu me demandes quel est leur mérite passé. Eh bien moi je te dis, c'est pas à cause de leur mérite passé que je vais les sortir de la figure-toi. C'est à cause de leur destin futur. C'est-à-dire qu'il s'est bien rendu compte, apparemment, le bon Dieu, que les mérites qu'ils avaient, ils en avaient, donc on vient de les citer, n'étaient pas suffisants pour pouvoir provoquer un truc aussi énorme que les 10 plaies, le passage de la mer Rouge, la sortie d'Égypte. Tu n'as pas changé ton nom, mais enfin, c'est quand même pas ça qui va faire ouvrir la mer, quoi. Et alors, pourquoi est-ce que malgré tout, je suis derrière toi? Et pourquoi malgré tout, je te soutiendrai? Parce que je sais, te connaissant, puisque je t'ai créé, je sais que toi, peuple d'Israël, tu es le seul qui va pouvoir dire Naaseh Venishma, ici, sur cette montagne-là. Je ne te sors pas d'Égypte eu égard à ce que tu as fait dans le passé. Je te sors d'Égypte parce que je sais que tu as quelque chose de grand à accomplir et qu'il n'y a que toi qui peux l'accomplir. Mais ce que dit ici Rashi, c'est fondamentalement important parce que ça veut dire que l'élection d'Israël ne dépend pas de ce qu'Israël a fait avant d'être élu. L'élection d'Israël dépend de ce qu'il est capable de faire après. Et tant qu'on n'aura pas servi Dieu sur cette montagne-là, alors nous continuerons à bénéficier de l'aide d'Hachem parce que son plan doit se réaliser et qu'on doit arriver un jour ou l'autre à servir Dieu sur la montagne. Vous voyez,
Souvent, on se pose la question, enfin, je ne sais pas vous, mais moi, en tout cas, souvent, on se pose la question, euh, quel est notre mérite? Vous savez, moi, je vis, enfin, chacun de nous qui vivons en Israël peut faire la même expérience. Moi, je vis dans un petit village dans le sud, dans le Negev, qui était un désert. Il y a tous les gens qui sont encore là et qui sont les Meyazdim, ceux qui ont fondé le village en 1959, sont là pour te raconter quel désert c'était. Je suis dans le nord du Negev, vous comprenez? Vous sortez de chez moi, vous voyez ces jardins verdoyants, vous voyez tout ce qu'on a réussi à faire, vous dites, mais c'est miraculeux quand même. Vous baladez à Netivot, vous savez, Netivot, ville de périphérie, vous regardez Netivot aujourd'hui, c'est incroyable ce qui se passe là-bas, c'est incroyable. Ils sont en train de tripler, quadrupler le nombre d'habitants. Et vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi nous? Quel est notre mérite? Pourquoi pas mon arrière-grand-père qui aurait tout donné pour voir le tiers de ce que je vois de ma fenêtre tous les matins? Mais quel est notre mérite pour mériter tous ces miracles et pour sortir de notre Égypte? Et la réponse est toujours la même. C'est pas que tu es mieux que ton grand-père, mon fils. C'est pas que tu es mieux que ton grand-père. Mais toi, tu as des choses grandes à accomplir. Et parce que tu ne les as pas encore accomplies, alors je t'ai sorti de ton Égypte pour que tu puisses les accomplir maintenant. On ne sort pas d'Égypte à cause des mérites passés. On sort d'Égypte pour accomplir un destin à venir. C'est ça la grande idée de Rashi. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu lui dit voilà ce que j'allais vous dire sur la crise d'identité de Moshe Rabbeinu. Un homme qui est passé par plusieurs identités avant de retrouver la sienne, la vraie, celle pour qui il sera prêt à donner sa vie et grâce auquel nous sommes là aujourd'hui. Voilà, voilà. Azak, Baruch, magnifique. J'ai une question, je n'ai toujours pas compris pourquoi Moshe, il dit, mais ce peuple, il ne mérite pas de sortir. Je n'ai toujours pas compris comment Moshe, il peut dire ça. Il peut dire ça parce qu'il le pense. Et pourquoi il pense ça? Je n'ai pas compris. Il voit un peuple, quoi. Eh bien, il pense ça parce que c'est au moment où tu as pris le café. Au moment où tu es parti prendre le café. Il pense ça parce qu'il a eu l'impression que le peuple n'avait pas envie de sortir. Un peuple qui a perdu le goût de la liberté, c'est un peuple qui ne peut pas sortir, qui n'a pas assez de mérite pour sortir. Voilà pourquoi il pense ça. J'ai compris. Toda. S'il y a des questions, c'est le moment, chers amis. Je peux en poser une, enfin, ou intervenir? Ben oui. D'accord, merci. Alors, merci pour ce cours. D'un bout à l'autre, c'était voilà, extraordinaire. Mais justement, là, pour rebondir sur ce sujet-là, par définition, vous avez parlé de l'aliénation enfin, un moment du cours, mais la condition, en effet, d'un peuple esclave, c'est d'être d'abord aliéné, c'est vrai. Et souvent, il sort de sa condition d'esclavage ou de son oppression par un élément déclencheur extérieur. Vous avez parlé aussi des Noirs des États-Unis, enfin, en esclavage, qui ont pu en sortir par enfin, un combat d'abord enclenché par les Blancs. Et c'est un peu partout pareil. Ça a été l'histoire aussi voilà, des ouvriers. Karl Marx est un bourgeois. Enfin, c'est toujours un peu. Donc, c'est normal que les Hébreux soient dans une condition comme ça où ils ne sont pas capables, et ils vont l'être après, parce que le processus va s'enclencher grâce à Moshe, envoyé par Hachem, mais ils ne sont pas capables, au moment où Moshe les voit en train de se battre, ils ne sont pas capables d'être autrement que dans cette condition d'esclave. Et donc, la question est pourquoi Moshe les juge de manière si sévère alors que c'est naturel? C'est ça que vous dites? Bah, oui, c'est absolument. Oui, oui. À ce stade-là, c'est… Ouais. J'ai deux petites choses à vous dire là-dessus. Premièrement, qu'un esclave ne devient pas tout de suite aliéné. C'est-à-dire qu'il y a quand même un certain temps où il garde encore le goût de la liberté et surtout la conscience de savoir que la liberté lui appartient, qu'il n'y a pas de raison que ça se passe comme ça. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, et bien seulement au bout d'un moment, se passe ce déclic dans la conscience de l'esclave que finalement, ça ne peut pas être autrement et c'est normal que ça soit comme ça. Mais c'est normal que ça soit comme ça ne vient pas tout de suite, vous voyez. Et donc, Moshe pensait sans doute
qu'ils n'étaient pas encore arrivés à ce stade-là. Et en voyant qu'ils sont arrivés à ce stade-là, il est pris d'un certain découragement en disant si c'est comme ça, qu'est-ce que je peux faire? Et ils ont ce qu'ils méritent. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est peut-être de dire que peut-être que vous avez en effet raison, peut-être que vous savez, nos sages disent En Adam, Metir et Tatzmo et Asurim, un homme n'est pas capable de se sortir soi-même de prison. C'est exactement la même idée. Mais peut-être que Moshe, tout simplement, il s'attendait à autre chose, c'est-à-dire même si c'est une loi de l'histoire, il ne pensait pas, lui, que c'était une loi de l'histoire, et il croyait naïvement sans doute, mais il croyait que les Hébreux seraient faits différemment et que eux, non, ils ne perdraient pas ce goût de la liberté, et donc c'est pour ça qu'il a été surpris et choqué, jusqu'au point qu'ils se disent, si c'est comme ça, qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux rien faire pour eux, et ce désespoir provient sans doute d'une trop grande naïveté. C'est la deuxième chose que je peux imaginer pour répondre à votre question. Merci beaucoup. C'est un cours extraordinaire. Merci beaucoup. Oui, bonsoir Rav. Merci beaucoup pour le cours. Juste trois petites choses que j'aimerais dire. La tribu de Lévi n'est jamais tombée dans l'esclavage. Ils ont tout de suite refusé toutes les paroles mielleuses, comme c'est dit dans la Torah, que Pharaon le disait, il faudrait payer des impôts peut-être ou participer, etc. Ils ont tout de suite refusé. Donc, eux, ils n'ont jamais été esclaves. Et Moshe est de la tribu de Lévi. Ça, c'est une petite chose. L'autre chose, c'est, j'ai entendu aussi que Moshe aurait eu une raison d'aller tuer un Égyptien. C'était parce qu'il sentait que s'il ne faisait pas un acte grave, il serait devenu pharaon après pharaon. Et ça, il y a quelque chose qui faisait qu'il ne pouvait pas l'accepter. Et la dernière chose, c'était une seconde. Excusez-moi, ça c'est un petit peu Manitou. C'est-à-dire que Manitou disait qu'en effet, il hésitait pour savoir où était sa véritable identité. Est-ce que c'était en Égypte ou est-ce que c'était Israël? Et qu'en faisant ce qu'il a fait, il s'est mis de manière définitive du côté d'Israël et pas du côté égyptien. Et jusqu'à ce moment-là, il était en effet entre les deux identités. C'est ce que Manitou disait. Ouais. Moi, j'ai dit quelque chose d'un petit peu différent, mais c'est l'idée de Nito. Ouais. Et la dernière chose, c'était au niveau du mérite. Je sais qu'il y a eu un combat chez les anges quand Israël devait être sauvé, de dire, mais pourtant, eux, ils sont idolâtres, etc., etc. Et bon, entre la 9e et la 10e plaie, il y a eu quand même cette épreuve pour les Juifs, enfin, en tout cas le 5e qui l'a accepté, de détruire l'idole des Égyptiens. C'est comme Manitou disait, c'est comme si on allait écraser des croix dans la rue de Paris, je veux dire, faire des trucs complètement fous. Et ça leur a quand même donné du mérite. C'était se mettre en danger. D'ailleurs, on parle le Shabbat Gadol, ça devait être la Shoah du peuple juif quasiment. Oui, ils ont quand même participé à leur propre libération. C'est ça que vous voulez dire, et vous avez en effet raison. C'est-à-dire, d'ailleurs, on le voit bien dans le récit des 10 plaies. Les 9 se succèdent les unes après les autres, et on s'attend à ce que la 10e vienne tout de suite après. Et tout d'un coup, il y a cette coupure, et comme si Dieu disait « Ah, mais je ne peux quand même pas les sortir maintenant, ils n'ont encore rien fait pour mériter cette sortie. » Donc, qui prennent d'abord part à leur propre liberté, et après, on pourra les sortir. Mais tant qu'ils restent passifs, on ne peut pas le faire. Vous avez absolument raison. Dernière question. Moi, si je peux parler. Rav Kling, une fois, vous aviez parlé du buisson ardent d'Esther Amalka, de Yosef, etc. Et une fois, vous nous aviez parlé des buissons ardents, un petit peu de tout un chacun. Alors, si vous pouvez peut-être nous parler un petit peu du buisson ardent que peuvent avoir les uns et les autres. Peuvent avoir les uns les autres, mais qu'ils n'ont pas obligatoirement. En tout cas, quelquefois, ils passent à côté sans les remarquer. Et je pense qu'il y a toujours un buisson ardent quelque part. Je pense que avant de couper complètement les ponts avec le peuple, avec la Torah ou avec le pays, c'est pareil. Il y a toujours devant chacun, comme ça en tout cas, moi je pense, comme ça je crois, c'est une sorte de émouna si vous voulez, il y a toujours un buisson qui se présente. Mais une fois que le buisson est là, toute l'histoire, toute l'affaire, toute la grande affaire, c'est de faire comme Moshe, c'est-à-dire d'être suffisamment curieux pour s'approcher. Et quelquefois,
quelquefois par peur de ce qui nous attend derrière le buisson, quelquefois par je m'en foutisme, quelquefois parce qu'on ne l'a pas vu, tout simplement, on était pris dans notre truc à nous, on n'a même pas vu le buisson. Alors, ben, on passe à côté, et en passant à côté, on passe à côté de sa mission sur Terre, ce qui est dramatique finalement, puisqu'on n'a pas réalisé ce pourquoi on a été créé. Mais je suis persuadé que chacun d'entre nous a ce fameux buisson quelque part sous une forme ou sur une autre, et à un moment donné, c'est à lui de choisir où il s'approche, où il laisse passer l'occasion. Où il s'approche, où il laisse passer l'occasion. Mais j'ai l'impression de parler de mission historique pour libérer le peuple, etc., mais ce n'est pas obligatoirement de ça que je parle. C'est-à-dire, ça peut être à l'échelon très, très individuel de quel chemin je vais donner à ma vie, quelle éducation je vais donner à mes enfants, et d'être tiraillé par toutes sortes de choses. Et puis tout à coup, il y a un buisson qui est là et qui nous dit, voilà, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Et là, la question est de savoir, est-ce que je vais être suffisamment clairvoyant pour le voir et curieux pour m'en approcher. Parce que finalement, le mérite de Moshe, c'est quand même d'avoir voulu savoir qu'est-ce qui se passe derrière. Il y a quand même cette idée d'être attiré par la curiosité, qui est la curiosité finalement de notre vie. Et si notre vie a un sens, et au moins la curiosité de vouloir savoir lequel, quoi. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Peut-être le buisson, c'est l'Alia. Je verrai le buisson comme l'Alia. Alors voilà, alors vous l'avez dit de manière franche, très bien, parfait. Et en effet, souvent c'est ça, souvent on a des opportunités quand on n'est pas encore en Israël, on a les opportunités de buissons ardents, et puis des fois on laisse passer, et puis des fois on saute sur l'occasion. Le but du jeu, c'est de ne pas rater les occasions. C'est-à-dire, la vie appartient à ceux qui savent saisir les occasions qui se présentent devant eux. Merci. Magnifique, merci beaucoup. C'est un peu ce qui se passe à Kippour, en fin de compte. C'est le Rav Louria qui avait posé la question en disant quel mérite on a, pourquoi est-ce qu'on nous pardonne à Kippour, on n'a pas fait toujours encore. Et sa réponse, c'est bon, on te fait crédit. Et c'est un peu ça, parce que on te donne une chance. Ouais. Voilà, non, mais on sait comment tu es fabriqué, et puis on sait qu'à un moment tu vas faire tes chouvas, et puis moi, Dieu, je sais que tu peux revenir ici et tu vas dire Naaseh Venishma. Mais vous savez que c'est ce qu'on dit tous les matins en se levant finalement. C'est-à-dire que voilà, si tu m'as rendu ma neshama aujourd'hui, c'est bien parce que tu attends de moi que je fasse mieux qu'hier. Et donc, et ici, ce qui est très intéressant, c'est que c'est pas, on ne parle pas de la émouna de l'homme vis-à-vis d'Hachem, mais la émouna que Dieu a vis-à-vis de nous. Émouna techa, c'est toi qui as une émouna en nous. Et c'est à nous d'être à la hauteur de la émouna que tu passes en nous, absolument. Mais maintenant, ce qui me dérange dans cette histoire, c'est que Moïse, c'est le vice-pharaon. Moi, j'ai vécu au Maroc. Je vous garantis que si le fils du roi avait tué quelqu'un, il ne se serait pas tellement inquiété de ça. Alors, de quoi est-ce qu'il a peur, Moïse? Tu es le vice-roi d'Égypte. Alors voilà, tu as tué un mec, so what? On s'arrange. Peut-être que le Maroc d'aujourd'hui est un pays plus corrompu que l'Égypte de l'époque. Non, mais non, mais vous savez très bien que ce n'est pas le cas. Je ne sais pas. D'abord, ce n'est pas le Maroc d'aujourd'hui, c'est le Maroc d'il y a. Non, mais c'est ça. Dans la réalité, c'est. Non, mais rendez-vous compte, l'esclavage du peuple hébreu, c'était le centre de la politique économique de l'Égypte. Donc, prince ou pas prince, venir de manière aussi violente tuer un bonhomme qualifié pour faire le travail de la politique du pharaon, c'est quand même un gros culot. Et même si tu es Moshe, d'abord, je ne sais pas s'il était vice-roi. Hein, le vice-roi, j'en sais rien. C'est pas écrit vice-roi. Il était prince, comme d'autres étaient princes avec lui. Je ne pense pas qu'il était vice-roi. C'est pas comme et c'est jamais écrit comme Yosef qu'il était Mishneh les Melech. Il était éduqué dans la maison de Pharaon. Ça ne lui donne pas, à mon avis, le droit d'aller à l'encontre de la politique de Pharaon de manière aussi claire, de manière aussi violente, je pense. Parce que c'est un geste politique. Il n'était pas le fils de Pharaon.
Et ce n'est pas le fils non plus, ouais, c'était le Le fils fils adoptif. adoptif, oui, d'accord, oui. Il devait y avoir, Pharaon devait avoir des enfants légitimes, Oui. âgés, etc. Je pensais que c'était le Non, fils. Rachid dit qu'il l'a placé au-dessus. Sans doute, ouais. Mais enfin, c'est un acte symbolique de tuer un Égyptien, c'est de tuer un écrou, si vous voulez, dans la grande machine de l'esclavage. Et évidemment que ça mérite punition. D'ailleurs, dès que Paro l'a entendu, eh ben, il a mis sa tête à prix. Ishma Paro, et il a essayé de le tuer. Il va cacher les mythos. Donc voilà. En plus, il s'est fait découvrir comme étant juif, Ouais, pas égyptien. Oui, c'est ça, il a fait son choix, ouais, à ce moment-là, comme dit Manitou, il a fait son choix. Voilà. Question. Oui. Je voulais dire que Manitou disait que quand il a vu que les Juifs, enfin les Ivrim se disputaient, il a compris que il a été désespéré, il a quitté, il voulait chercher un autre peuple. Et il est parti en Midian. Et c'est peut-être pour ça que Rachi, l'explication de Rachi qui dit, il dit à Rachi, mais pourquoi, qu'est-ce qu'ils ont mérité, quelle est leur faute? C'est ce qu'on a expliqué, absolument.